La diplomatie ne commence pas toujours par des discours prononcés sous des lustres, ni par des communiqués rédigés dans une langue calibrée pour ne froisser personne. Parfois, elle commence loin des caméras, dans le silence compact de la roche, là où le temps ne s'écoule pas en années mais en millénaires. Sous le Sahara, dans cette profondeur minérale que peu d'images savent réellement traduire, repose une mémoire ancienne. Une mémoire lourde, dense, patiente. Celle d'un pays qui a longtemps offert son énergie au monde sans toujours en maîtriser le sens, la portée, ni le récit. Pendant des décennies, le gaz algérien a circulé comme une évidence, presque comme une habitude. Il alimentait les foyers européens, réchauffait les villes du Nord, stabilisait des économies entières, mais son origine se dissolvait dans la routine. On parlait de contrats, de volume, de prix, rarement de souveraineté. Car le gaz algérien n'est pas qu'une molécule. Ce n'est pas seulement une ressource que l'on extrait, que l'on mesure, que l'on facture. C'est un langage. Un langage lent, souterrain, mais extraordinairement clair pour qui sait l'écouter. Chaque mètre cube exporté raconte quelque chose d'un rapport de force, d'un choix assumé ou subi, d'une époque où l'Algérie devait prouver qu'elle était fiable, constante, prévisible. Pendant longtemps, la relation avec l'Europe, et plus encore avec la France, s'est inscrite dans un déséquilibre tacite que personne n'osait vraiment nommer. L'histoire pesait face à l'économie. La mémoire coloniale s'invitait dans chaque négociation, parfois comme une dette morale, parfois comme une gêne silencieuse. L'influence symbolique cherchait à se maintenir face à une souveraineté encore contrainte par ses propres réflexes. Dans ce schéma, l'Algérie fournissait, l'Europe consommait, et la hiérarchie semblait figée. Mais la terre, elle, n'oublie rien. Elle n'efface ni les concessions ni les silences. Elle attend. Elle observe les cycles politiques, les alliances qui se font et se défont, les certitudes qui s'érodent. Et lorsque les crises énergétiques frappent l'Europe, lorsque les dépendances longtemps ignorées deviennent soudain visibles, lorsque l'inquiétude remplace l'arrogance tranquille, ce ne sont plus les anciennes postures diplomatiques qui parlent. Ce sont les ressources maîtrisées. Les flux sécurisés. Les capacités à livrer quand d'autres hésitent. À cet instant précis, quelque chose se renverse sans bruit. Celui qui fournissait par obligation commence à fournir par choix. Celui qui était perçu comme un partenaire parmi d'autres devient un pilier. Le langage change. Les demandes deviennent plus respectueuses. Les termes partenariat et coopération cessent d'être de simples formules pour redevenir des nécessités concrètes. Le sous-sol algérien, longtemps cantonné au rôle de rente, se transforme alors en outil de repositionnement géopolitique. Non pas comme une arme, mais comme un rappel. Un rappel que la souveraineté commence souvent là où l'on contrôle ce que l'on possède réellement. Alors la question surgit, presque malgré elle, à voix basse mais avec une force nouvelle. Peut-on encore parler de dépendance lorsque celui qui alimente les réseaux, chauffe les foyers et stabilise les marchés commence à choisir à qui, comment et à quelles conditions il parle? Et surtout, que se passe-t-il dans l'ordre mondial lorsque le langage du sous-sol devient plus audible que les discours de surface? L'Algérie ne rompt pas avec ses partenaires, elle ajuste son centre de gravité. Ce mouvement est souvent mal compris, car il ne s'accompagne ni de déclarations fracassantes ni de ruptures spectaculaires. Il est plus subtil, presque chirurgical. Face à une relation longtemps dominée par le symbole, par l'histoire et par une charge émotionnelle persistante, notamment avec la France, Alger opère un glissement stratégique qui se veut discret, froid et profondément efficace. Il ne s'agit pas de tourner le dos au passé, mais de refuser qu'il dicte encore l'avenir. Là où certains attendaient des gestes politiques, l'Algérie répond par des décisions techniques. Là où l'on cherchait des signaux idéologiques, elle privilégie les infrastructures, les chiffres et les flux réels. Dans ce nouveau paysage, l'Italie s'impose naturellement comme un partenaire central. Non pas par nostalgie méditerranéenne ou par affinité culturelle, mais par une logique presque mathématique. Les gazoducs existent, peuvent être modernisés, sécurisés, optimisés. Les volumes sont clairs, les besoins sont réels, les intérêts convergent. Cette relation repose sur une diplomatie de flux, pas sur des slogans. Une diplomatie où l'énergie circule sans être constamment freinée par des non-dits historiques. L'Italie ne demande pas à l'Algérie ce qu'elle représente symboliquement, elle s'intéresse à ce qu'elle peut fournir concrètement, durablement, dans un cadre stable. Et pour Alger, cette clarté est devenue une valeur stratégique. L'Espagne, malgré des tensions politiques bien réelles, reste elle aussi intégrée à cette équation énergétique. Car dans un monde instable, la géographie finit toujours par reprendre ses droits. Les kilomètres comptent davantage que les déclarations officielles. Les pipelines ignorent les crispations diplomatiques lorsqu'ils répondent à des besoins vitaux. Cette réalité impose une forme de pragmatisme que l'Algérie assume de plus en plus ouvertement. Elle distingue désormais l'émotion de l'intérêt, le court terme du long terme. Fournir du gaz n'est plus un geste automatique, mais un acte rationnel, inscrit dans une stratégie globale où chaque partenariat est évalué à l'aune de sa réciprocité.
Derrière ces choix se dessine une vision cohérente. Des contrats clairs, lisibles, sans zone grise. Des intérêts réciproques où chaque partie sait ce qu'elle gagne et ce qu'elle engage. Et surtout, une ligne rouge assumée, zéro tutelle politique. L'Algérie ne cherche plus à convaincre par le discours ou à se justifier par l'histoire. Elle propose des cadres, des projets, des garanties. Ceux qui comprennent signent. Ceux qui hésitent regardent les autres avancer. Cette posture transforme profondément la nature des relations diplomatiques. Elle les rend plus froides, peut-être, mais aussi plus honnêtes. Ce repositionnement n'a rien d'une revanche. Il ne s'agit pas de solder des comptes ou de renverser des dominations symboliques. C'est une mise à jour stratégique, rendue nécessaire par un monde qui change vite et brutalement. Les crises énergétiques ont révélé la fragilité des dépendances européennes. Elles ont aussi révélé la valeur de ceux qui peuvent encore livrer, sécuriser et anticiper. Dans ce contexte, l'influence culturelle, autrefois centrale dans les relations internationales, semble perdre de son poids face à la sécurité énergétique. Une question commence alors à s'imposer, silencieuse mais incontournable. Dans un monde où l'énergie conditionne la stabilité sociale et politique, que vaut réellement le prestige symbolique lorsqu'il n'est plus adossé à des ressources tangibles et maîtrisées? Le gaz n'est plus une finalité en soi. Il cesse progressivement d'être ce point d'arrivée figé autour duquel s'organisait toute la réflexion économique. Il devient un levier, un point d'appui, presque un outil de transition. Pendant longtemps, les revenus énergétiques sont restés enfermés dans une logique de rente, absorbés par l'urgence, dilués dans des équilibres budgétaires à court terme. Aujourd'hui, quelque chose se déplace lentement mais sûrement. Ces flux financiers commencent à irriguer autre chose que des comptes. Ils s'infiltrent dans la terre, dans l'agriculture saharienne, dans des projets pensés non pas pour répondre à une crise immédiate, mais pour structurer des décennies à venir. Pendant que les diplomates négocient à Rome ou à Madrid, que les chiffres circulent dans les salles feutrées et que les contrats énergétiques s'ajustent, une autre réalité se met en place loin des capitales. Dans le sud algérien, le temps n'est pas celui des conférences, mais celui des cycles agricoles. Des capteurs mesurent l'humidité du sol avec une précision qui tranche radicalement avec l'image archaïque longtemps associée au désert. Des drones survolent des périmètres agricoles, cartographient, analysent, anticipent. L'eau, ressource rare et précieuse, n'est plus laissée au hasard. Elle est dosée, surveillée, respectée. Chaque goutte devient une décision stratégique. Ce lien entre énergie et agriculture redessine le sens même de la souveraineté. L'énergie ne sert plus uniquement à exporter, à alimenter des marchés lointains. Elle finance la capacité à nourrir, à produire, à stabiliser. L'énergie nourrit la souveraineté alimentaire, et la diplomatie, dans ce contexte, finance une forme nouvelle de dignité. Car il ne s'agit plus seulement d'être reconnu comme un fournisseur fiable, mais comme un pays capable de transformer ses atouts en sécurité intérieure. Ce glissement est fondamental. Un pays qui nourrit les autres mais dépend pour se nourrir lui-même reste structurellement vulnérable, quelle que soit sa puissance énergétique. Progressivement, une cohérence presque organique se dessine. Le gaz continue de circuler vers l'Europe, répondant à des besoins réels et urgents. La terre, elle, devient le chantier central de l'Algérie. Deux dynamiques parallèles, mais profondément liées. L'une finance l'autre. L'une sécurise l'extérieur pendant que l'autre renforce l'intérieur. Et cette souveraineté qui se construit ne cherche pas la reconnaissance immédiate. Elle avance sans bruit, sans mise en scène excessive, portée par des choix techniques, des investissements ciblés, une vision qui refuse le spectaculaire au profit du durable. Mais cette transformation ne se fait pas seule. Elle ne repose ni uniquement sur l'État, ni uniquement sur la technologie, ni uniquement sur les marchés. Elle exige une réappropriation collective du sens même du développement. Car irriguer la terre, ce n'est pas seulement y faire pousser des cultures, c'est y ancrer une nouvelle relation entre richesse et responsabilité. Chaque hectare cultivé devient une réponse silencieuse à des décennies de dépendance alimentaire. Chaque projet agricole structurant devient un acte politique au sens le plus profond, même s'il ne s'exprime jamais dans le langage des tribunes. Et à mesure que cette dynamique prend forme, une question commence à émerger, encore diffuse, mais de plus en plus pressante. Qui portera réellement cette transformation sur le long terme, et jusqu'où l'Algérie est-elle prête à aller pour faire de sa terre le prolongement naturel de sa souveraineté énergétique? Ils n'ont pas grandi avec les grands discours idéologiques, ni avec les promesses abstraites d'un avenir toujours repoussé. Ils ont grandi avec des contraintes bien réelles, visibles, parfois brutales. La rareté de l'eau, la difficulté d'accès au financement, la lenteur administrative, la pression d'un climat exigeant. Cette jeunesse algérienne qui revient aujourd'hui vers le désert ne parle pas de géopolitique dans les termes classiques. Elle ne cite pas les doctrines, ne se réfère pas aux alliances historiques. Elle parle de rendement, de capteurs, de sols, de cycles agricoles. Elle parle de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Elle pense en hectares, en saisons,
en données mesurables, là où d'autres pensent encore en slogan. Pour elle, l'Italie n'est ni un modèle à imiter ni un horizon culturel. La France n'est pas un repère structurant, encore moins une référence. L'Europe, dans son ensemble, est perçue avant tout comme un marché. Un espace de débouchés, de normes, d'opportunités et de contraintes. Rien de plus, rien de moins. Cette lucidité tranche avec les générations précédentes, souvent enfermées dans un rapport émotionnel à l'extérieur. Ici, il n'y a ni fascination ni rejet. Il y a une lecture froide des rapports de force. Et au centre de cette lecture, l'Algérie apparaît non pas comme une idée figée, mais comme un chantier. Un espace à transformer, à structurer, à rendre cohérent. Dans leurs gestes quotidiens, dans leurs projets agricoles parfois modestes mais techniquement précis, se joue une autre forme de diplomatie. Une diplomatie silencieuse, sans ambassade ni protocole, mais d'une efficacité redoutable. Celle de la crédibilité. Car un pays qui parvient à transformer son désert en grenier impose le respect sans jamais le réclamer. Il n'a plus besoin de rappeler son histoire ni de négocier sa place. Il la construit. Chaque exploitation agricole viable dans le Sahara devient un argument plus fort que n'importe quel discours. Chaque réussite locale devient une preuve que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une pratique quotidienne. Pendant que l'Europe redéfinit ses dépendances énergétiques, ses chaînes d'approvisionnement et ses priorités stratégiques, l'Algérie, elle, redéfinit son rôle de manière beaucoup plus profonde. Elle cesse d'être périphérique dans son propre récit. Elle n'est plus uniquement réactive, ajustant ses décisions aux chocs extérieurs. Elle commence à se penser comme un centre, non pas au sens impérial, mais au sens fonctionnel. Un centre de production, de stabilité, de projection. Cette centralité ne se décrète pas. Elle se gagne, hectare après hectare, projet après projet, génération après génération. Mais cette dynamique pose une question que personne ne peut esquiver indéfiniment. Si la souveraineté commence réellement par le sol que l'on cultive et par les alliances que l'on choisit, alors elle implique une responsabilité individuelle autant que collective. Chacun est confronté à sa propre place dans ce chantier immense. Observer, commenter, critiquer est une chose. Participer en est une autre. Et dans cette Algérie qui ne se discute plus, mais qui se construit, une interrogation reste suspendue, lourde de sens. Jusqu'où cette jeunesse est-elle prête à aller pour transformer l'opportunité en réalité durable, et qui acceptera de porter cette exigence sur le long terme, lorsque l'enthousiasme laissera place à l'effort quotidien ?